messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence à nos côtés. Une présence qui nous fait chaud au cœur, synonyme pour nous, de votre soutien à nos actions. Merci donc. Au moment de débuter ces secondes journées de la presse régionale, le Club Presse Martinique est partagé entre joie et tristesse. Quel soulagement pour nous, Martiniquais, d'assister au retour de notre compatriote Thierry Doll sur son sol de la table. Tristesse après la mort tragique de Ghislaine Dupont et Claude Berland dans l'exercice de leur mission. Et pour marquer notre solidarité et notre fraternité avec nos confrères de Radio France Internationale, le Club Presse Martinique a décidé de dédier cette deuxième journée de la presse à Ghislaine Dupont et Claude Berland. Nous donnons à cette deuxième journée régionale, journée de la presse régionale. Nous y sommes. En quête de l'info, quelle crédibilité. Une problématique d'actualité, lorsqu'on sait que beaucoup de citoyens déclarent ne pas faire confiance à leurs médias et les accusent de relations incestueuses avec le pouvoir politique et économique. Alors le coup d'envoi est donné avec cette belle exposition Césaire à travers la presse. Le progressiste, qui a été sollicité par le Club Presse Martinique, dont je suis membre, pour mettre à sa disposition les archives permettant de voir comment Césaire et les Césaires avaient été traités ou est traités dans la presse martiniquaise. Il s'agit réellement de l'histoire politique, culturelle et même de la relation de la Martinique aux autres à travers le monde. Jusqu'à 1964, lorsque France entière a été créée, Césaire était persona non grata. Il y a eu cette période entre 1964 et 1970. Césaire est apparu dans le journal et le raconte par quelques entreprises. À l'occasion d'inoculation de crèches, par exemple. À l'époque, Aimé Césaire était attaqué sur tous les fronts. Ses relations avec la presse martiniquaise évoluent progressivement à partir de 1977, date qui correspond à l'arrivée de journalistes antillais au sein de la rédaction du journal France Antille. Dans son édito qui s'appelait à l'époque C'est pas midi, Henri Bacatin employait pour la première fois l'expression de victoire populaire et de responsabilité martiniquaise. C'était des mots qui n'avaient jamais été écrits, me semble-t-il. En tout cas, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, en même temps qu'il monte le week-end, il monte le journal de Maurice. Il aura fallu attendre 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir pour que la chaîne de télévision publique en Martinique lui accorde sa première interview. C'était un homme qui ne donnait jamais de réponse. C'était un homme qui n'avait absolument pas la langue de bois. Dans chacune de ses réponses, il y avait une espèce d'ouverture à la réflexion. Lorsqu'en 1983, Aimé Césaire fait son moratoire sur la question du statut, toute la presse voulait alors l'interviewer, sauf qu'entre-temps, il s'était forgé son idée sur les médias et comme disent les intervenants, il avait ses têtes. C'était un homme qui avait beaucoup souffert de l'ostracisme de la presse française, mais aussi de l'ostracisme de France Antille. Pendant 20 ans, on l'a superbement ignoré. Donc c'était quitté au départ. La relation avec la presse était impossible. Elle était ne fait passer que sur les choix que lui-même faisait de gens dont il avait le sentiment que ces gens qui l'avaient en face de lui le respectaient. C'est pour ça qu'il avait ses têtes. Il n'y a pas eu vraiment pas complètement, mais plus de tolérance ou de sympathie, parce que ça pêche un peu au niveau de l'aspect critique des médias et du traitement de Césaire dans les médias. Il y avait une espèce de inconsciemment, sans doute, d'autocensure vis-à-vis des nécessaires. Je crois que la difficulté du journaliste, c'est de savoir garder sa distance, même lorsqu'on a des amitiés avec celui-ci ou celui-là, savoir garder la distance et son sens critique. Et il est tellement à l'aise devant la télé, elle nous a raté la forme de notre micro, il est en train de dire des choses extraordinaires, fondamentales, on n'a pas pu l'armer parce que c'est découvert. Lâchez-vous, participons, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur nos métiers, sur notre profession, et nous voyons vraiment que ce type de rassemblement est l'occasion pour nous de parler métier, de parler réflexion, et surtout quand ça va venir.
été complètement ravi de voir que des confrères de la région soient à ce point préoccupés par la nécessité d'être crédibles dans le travail que nous faisons pour nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Pour moi, le off, ça n'existe pas. Complètement. Oui, on a des apartés, il y a des hors micro, on se dit des choses, mais on est 24 heures sur 24 journalistes. C'est là que le journaliste doit se poser la question du pourquoi on me dit ça à moi. C'est pas parce que je suis sympa, c'est parce que le politique a un objectif. Le off, c'est l'info, vous l'avez dit. Le off, c'est l'info. La politique qui s'adresse à nous, c'est l'info. Déjeuner avec la politique, c'est pas un problème, c'est l'info. Les élus ont toujours tendance à organiser des grandes réunions, d'un déjeuner. À ce niveau-là, je n'y crois pas trop dans ce off-là, parce que c'est plus ou moins organisé. Et si, en général, le journaliste politique devient pointu, pertinent, c'est parce qu'il a des infos, mais les infos, il les a comment? Parce qu'il va à la rencontre du personnel politique. Il faut toujours garder son indépendance. Moi, j'essaie d'être indépendant, libre. Les politiques, il ne faut pas se cacher non plus, donc ils se jouent les médias, ils utilisent les médias pour leur propre agenda. Parce qu'il y a une information, je viens de le confirmer, je vais faire une gueule, je travaille avec les médias, nous sommes mis en concurrence avec les autres. C'est malsain. Parce qu'effectivement, se dire « Ah, moi j'ai l'info en off et les radios vont me sortir, mais je suis presse écrite, je dois l'écrire », il y a un moment, un risque de dérapage. On a été les radios, c'est comme ça, ils ont un coup de téléphone d'un ministre, d'un sénateur en off et ils balancent un faux micro tout de suite. Et après, le lendemain, on dit « Ah, en fait, non, c'était pas ça. » Il n'y a pas un filtre. Nous, journalistes, individuellement, devons savoir aussi faire la part des choses entre la demande pressante du rédacteur en chef et la véracité et le bouclage de l'information. On forme ces jeunes, y compris dans les rédactions, à ne pas aller vérifier l'info, et on balance, ça fait de l'audience. On balance en 6 heures. Qu'est-ce que ça change en réalité par rapport à l'info? Ça change beaucoup de choses dans le cadre des rédactions elles-mêmes. Parce que le rédacteur en chef du média va dire mais comment, mais bouge-toi, t'as pas vu que le pays il a déjà sorti l'info, etc. Donc on est en plein dedans. Ça change qu'aujourd'hui, les gens, ils entendent l'information, ils disent hey, branche ta radio, ils sont en train d'annoncer un truc, les gens vont rester sur cette radio, ils vont pas aller sur l'autre radio. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les réseaux sociaux, ils existent et ils participent de manière malsaine, je suis d'accord, à l'accélération des informations qui sont données. C'est pas l'information qui pêche, c'est comment les patrons de médias, effectivement, veulent faire l'info. Tous ces thèmes ont donné lieu à des réflexions, à des échanges musclés, aussi informés en Amérique du Sud. Les confrères nous ont apporté aussi leur éclairage sur ce qui se passe en dehors de nos pays. La liberté de la presse au Venezuela est loin d'être gagnée. Les tentatives d'intimidation et de déstabilisation sont mollet courantes, comme en témoigne François-Xavier Freland. Le premier reportage que j'ai fait, tout de suite, je me suis fait aligner, si je puis dire, pas par le ministère de la Communication, par les réseaux chavistes qui aussitôt avaient mis le point sur ce qui leur semblait mal dit ou mal vu. Eh bien, forcément, dès qu'on émettait une critique, on était un journaliste du grand Satan, proche de la CIA, un méchant espion informationniste. Et donc, je suis face, encore là, à un journaliste d'une télé militante, chaviste, qui me fait comprendre que je suis en train déjà, en m'intéressant aux étudiants anti-chavistes, de faire de la politique, de faire du journalisme subjectif. Si vous n'avez pas les épaules solides et si vous dites qu'est-ce qui peut m'arriver, vous pouvez revenir sur votre manière de couvrir le pays. Et il faut savoir quand même, le Venezuela, c'est un pays de violence, un pays qui bat des records en termes d'homicide. C'est quelque chose à prendre en valeur. Dans ce pays, si on veut vous tuer, c'est très facile. On y pense. Moi, j'y pensais. De temps en temps, je me disais, est-ce qu'il ne va pas m'arriver quelque chose? Mais sans être parano, mais j'y pensais. Ce qui veut dire que quand on défend les valeurs de Chavez, on est bien vu quand on est journaliste, et quand on est de l'autre côté, ça se passe sur la cause. La vie des journalistes d'opposition, c'est un enfer. C'est un enfer, on les a. Ce sont des milices, les milices, qui s'occupent de bastonner ces journalistes-là à la sortie de leurs médias
notamment Globovision. Pour le Venezuela, est-ce qu'il y a un débat possible avec les militants? Il y a des tensions telles que c'est souvent très dur d'avoir un débat comme on pourrait avoir ici, autour d'un café, etc. Salim Lamrani reste très modéré en ce qui concerne la liberté de la presse à Cuba. Selon lui, les médias internationaux le privilégient comme point de vue généralement négatif. La position des médias occidentaux vis-à-vis de Cuba est-elle surprenante? Non. Parce qu'il y a une collusion avec les puissances d'argent. Un pays qui a l'ambition, avec ses limites, ses difficultés, ses contradictions, d'ériger une société du partage et de la solidarité, d'ériger, de construire une république sociale, où prévaudrait l'intérêt général humain, ne peut être que vilipendé par les grands conglomérats médiatiques. Ils avaient été très marqués par une réunion avec devant des autorités cubaines qui leur a dit écoutez, ce sont des confrères très fiables. Hein. Texto, on va lire de manière très précise ce que vous écrivez sur Cuba. Et donc, il faudrait faire attention à ce que vous allez écrire si vous voulez revenir. Et RFI n'a pas le droit d'avoir un correspondant permanent à Cuba. Je confirme parce que j'ai tenté d'avoir le... Ça vaut pas le gouvernement cubain, mais je suis pas le droit du gouvernement cubain. Non, il y a une difficulté d'accès peut-être, parce qu'au Venezuela, beaucoup de correspondants peuvent aller y travailler, critiquer ou pas Chavez, mais on a accès. Cuba n'a pas le monopole du refus de certains journalistes. La France refuse certains journalistes étrangers. La liberté que je vis en Haïti, que les Martiniquais vivent, le Cubain ne l'a pas. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Le Cubain n'a pas la liberté de s'exprimer sur beaucoup de sujets. Et même au détour d'une blague sur Castro ou sur Raoul, on ne sourit pas. Il y a dans le regard quelque chose de vieille. Il va blaguer dans un problème là. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que Cuba, c'est le paradis de la liberté d'information. Cuba a fait sienne la maxime de San Ignacio de Loyola. Dans une forteresse assiégée, toute dissidence est trahison. Liberté d'information à Cuba, j'en doute. Est-ce qu'il y a Internet? Moi, j'ai pas vu Internet à Cuba. C'est une attente à la liberté de la presse. Pour être à Cuba plusieurs fois en tant que journaliste évidemment vendu, j'ai eu, moi, à effectivement envoyer des sujets de vidéos ou d'audio. Vidéo, c'est même pas la peine, parce qu'effectivement, ça marche pas, soi-disant à cause de problèmes techniques, enfin, soi-disant le fibre optique de Chavez aurait dû normalement apporter un mieux, c'est pas le cas. Moi j'ai dit avant et après, c'est toujours aussi mieux. C'est pas vrai, je suis désolé. Je Je suis de moi. C'est des pays qui font obstacle à Internet. Information disponible sur Internet. Quel rang occupe Cuba? 21e. Quel rang occupe la France? 20e. Et on a passé en revue, sans de bois, puisque nous sommes des journalistes, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et la réponse qu'il faut donner à ces difficultés, mais tout en cherchant l'efficacité et l'utilité dans le travail que nous faisons. Nombreux sont les journalistes qui voudraient se lancer dans l'investigation, mais des contraintes les limitent considérablement dans leurs enquêtes. J'ai souvent constaté ici qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur des affaires, des choses, des scandales, mais que quand on veut aller plus loin derrière, c'est assez difficile parce que soit les gens font machine arrière et refusent de nous parler, soit les documents que vous promettez n'arrivent pas, soit voilà, c'est pas aussi clair que ce que ça avait été dit au départ. Sur les chaînes d'info, on nous accorde généralement très peu de temps pour les sujets dits de fond. Généralement, le format c'est 13 minutes, parce que le gouvernement djiboutien voulait en fait imposer les interlocuteurs. Le soir, quand ils me déposaient à mon hôtel, ben, je reprenais un taxi et je partais rencontrer les gens que je voulais rencontrer. Il faut, à mon sens, savoir évaluer la fiabilité en fait d'un informateur et discerner en fait si ces informations ce sont des informations de première main. Vérifie toujours tout, c'est-à-dire reste dans l'esprit critique. C'est pourquoi je parlais de faire attention à la connivence tout à l'heure. La parole d'un préfet ne vaut pas plus que la parole d'un SDF. Bon, c'est un peu provocateur parce que il y a des choses quand vous vérifiez, parce que ce qui est bien quand vous vérifiez les auditions, etc., vous rencontrez les personnes, vous vous rendez compte qu'on n'a pas toujours bien retranscrit leur propos.
ou alors qu'il y a des affirmations, c'est-à-dire des synthèses de policiers, des synthèses de gendarmes qui sont erronées. Je voulais savoir, dans vos expériences, quelle relation il peut y avoir entre les communicants et les journalistes d'investigation? C'est un message qui est une source, hein, pour le coup, mais qu'on doit prendre avec prudence parce que, pour ne pas être accusé après justement nous-mêmes journalistes de faire de la communication. En Guyane, faire de l'investigation est très compliqué. Frédéric Farid en sait quelque chose. Le seul rédacteur en chef favorable au sujet d'investigation qu'il a connu n'a pas fait long feu. Il venait à peine d'arriver en Guyane, il nous dit écoutez, j'ai une idée, vous allez vous faire passer pour des RMistes et vous allez aller dans chaque banque et vous raconter comment vous êtes reçus. Donc on va dans les banques qui on est vraiment extrêmement mal reçus. Les RMistes, on nous rigolait, ouvrir un compte et puis on raconte comment on est reçu, chaque banque de la place. Et puis le lendemain, il fait en une, au journal du groupe Persan, il faut se remettre dans le contexte, les banques de Guyane n'aiment pas les RMistes. Alors c'était. Et ça a fait. Et Philippe Persan l'appelle en personne, on dit que Philippe Persan est quelqu'un qui parle jamais, qui réagit jamais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous voulez mettre la Guyane à fouiller à sang? Et Manu Militari, cet homme qui a quand même quitté la Suisse avec ses enfants guyanais, avec sa femme guyanaise qui était revenue, on l'a éjecté du groupe Persan comme un malpropre, il n'y a pas d'autre terme. On a eu cette année aussi une nouveauté au niveau de la communication pour nos amis communicants, communication période électorale, avec un débat, puisqu'on sait qu'on est déjà en période électorale, donc il y a des mesures qui doivent être prises et Jean-Paul Joannet nous a fait un très beau résumé de ce qu'il faut retenir de cette période. La première recommandation, c'est prenez un après-midi, un week-end, pour lire vraiment toutes les dispositions qui concernent ça. Il y a des choses qui sont sur Internet que vous allez trouver. Et imprégnez-vous de ça parce qu'il y a beaucoup de pièges. La collectivité peut continuer à communiquer via ses outils de communication habituels, donc bulletins municipaux, sites Internet, etc. Elle peut continuer à organiser des manifestations, des cérémonies, à partir du moment, et c'est ça l'important, où ces dernières, les cérémonies, ont un caractère traditionnel. L'élu, il continue à signer son éditorial, on peut maintenir sa photographie, hein, à partir du moment où il y a ce caractère régulier, hein, et que le contenu est neutre. Parce que là, je regarde, on a salon de l'agriculture, salon de ci, salon de ça, des choses inhabituelles. Est-ce qu'on n'est pas dans du détournement de tous ces principes? En même temps, on ne va pas se le cacher. Tout ce qui est là n'est pas forcément respecté. Qui se charge de vérifier? Dans la plupart des cas, il y a tout un tas de choses comme ça qui passent. La prise en main, l'organisation de la réception de Thierry Doll avec le maire dans l'avion qu'il transportait ici, et puis il y a cette grande fête qui est organisée par la municipalité, tout se passe autour de la municipalité. Alors, par rapport au sujet que tu viens de développer, Jean-Paul, quelles conséquences demain? On a pu entamer des discussions et avoir des échanges sur des thèmes très variés, sur des expériences diverses, et nous partons d'ici véritablement enrichis par ces expériences. Militant 2.0, tous journalistes avec grosso une NO. Ceux qui utilisent Twitter, ceux qui utilisent Facebook, ceux qui utilisent YouTube communiquent. Je ne suis pas de ceux en revanche qui vont leur jeter la pierre parce que je crois que la Média 2.0 constitue une source d'information utile. Non, pas tous journalistes. L'ouverture, comment dire, l'ouverture à un espace d'expression démocratique, il est là, il est évident. Rapporter l'information factuelle ne fait pas du citoyen un reporter pour autant. Moi, je considère que le journalisme, c'est un vrai métier. On a fait des études pour être journaliste. La parole est devenue un petit peu plus libre. Maintenant, actuellement, cette parole-là est devenue plus militante. Et parce qu'elle est plus militante, elle offre la possibilité de dérive. Moi, en tant que journaliste, c'est ma conviction, je suis prêt à supporter les dérives plutôt que la pensée unique. Mais le défi aujourd'hui, c'est que les médias traditionnels s'adaptent. On a une émission et également un service dédié
qui s'appelle les observateurs de France 24. Les responsables ont voulu justifier ce type d'émission en disant mais non, regardez, ne dites pas ça, on va mettre 3-4 journalistes, des vrais pour le coup, dans ce service et qui seront chargés de vérifier la provenance des images, qui seront chargés de vérifier si l'information est vraie. On avait reçu des photos et il s'avère que quelques-unes de ces photos finalement ne correspondaient pas à l'événement en question. Et les collègues qui étaient justement chargés de vérifier l'info se sont fait avoir. Je trouve que c'est un peu frais. Ça sort des sentiers battus, ça sort des fois des sujets que l'on traite. Là, c'est mon regard de téléspectateur, mais avec celui du journal, je me dis mais ça peut quand même. Je suis pigiste. Est-ce que ces photos sont payées? Non. Le problème du Web 2.0, ce sont des gens qui risquent et qui, ça arrive, volent le travail des pigistes. C'est à nous de nous faire une place au sein de ce flux d'informations. On ne fait pas du Facebook journalistique comme on fait du Facebook lambda. Vous avez un propos journalistique sur Facebook. Sachez que Facebook est propriétaire de tous les droits, de tout ce que vous mettez, écrivez, pensez, chantez et faites rigoler sur Facebook. On parle de business. On ne parle que de business. C'est pour ça que j'ai introduit le propos en vous disant Média 2.0, c'est un concept de marketing. Donc il faut quand même être extrêmement vigilant sur l'ensemble de ces outils, de ces tuyaux, de ce qu'on en fait et de notre place. Voilà. Faites gaffe aussi de porno, mesdames. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est cette initiative que souhaite prendre le Presse Martinique, de pouvoir créer une espèce de charte déontologique pour les bonnes pratiques, une espèce de code de bonne conduite du journaliste, pas seulement pour lui, mais également à l'attention des personnes qui sont amenées à être interrogées par les journalistes, notamment aussi le public, pour qu'ils s'informent et qu'ils comprennent comment est-ce qu'on travaille. Nous avons fait un petit flyer qui s'intitule Approprions-nous notre déontologie, journaliste, donne ton avis, contribue à la plateforme pour que soient mis en pratique et respectés les principes déontologiques de la presse. Inscris-toi sur le site wiki.lepresse-martinique.fr. Ce que nous voulons, c'est que la mise en pratique au quotidien du journalisme soit respectée et que les grands principes de la presse le soient également. Ce sont des grandes lignes qui ont été jetées. Qui méritent maintenant d'être travaillées, approfondies, donc c'est pour ça que les contributions sont importantes aussi. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est prévu notamment, par exemple, que le club presse soit aussi un peu le gardien, le garde-fou de cette charte? C'est-à-dire qu'à partir du moment où même un élu ou un chef d'entreprise saura ce qu'est un journaliste, peut-être que de l'autre côté, nous journalistes, nous aurons aussi des pratiques plus vertueuses. Il y a un détail qui m'a fait tiquer. Vous avez, parmi les administrateurs de ce wiki, un communicant. Justement, on était en confrontation avec les communicants et on a échangé en leur disant voilà ce qu'on attend de vous. Nous, quand on reçoit des communiqués de presse de certaines administrations de collectivités, il y a des informations essentielles qu'on n'a pas. Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer des réunions publiques, justement pour déjà instaurer un dialogue avec nos lecteurs, d'une part, et leur faire comprendre quelles sont nos missions, quel est notre métier. On a encore le cas récemment en Guyane de patrons de presse qui ne respectent pas la convention collective. Le droit du travail, même le droit du travail, est-ce que la charte peut mettre aussi l'accent sur le fait de balayer devant sa porte quelque part De nombreuses questions restent posées, mais les travaux continuent pour que cette charte déontologique martiniquaise soit connue et partagée par le plus grand nombre. On assiste aujourd'hui à une nouvelle page de l'histoire des médias, c'est-à-dire à la financiarisation des choses qui demande une autre forme de management, et c'est très grave pour la liberté de l'information et pour la liberté que nous avons encore de pouvoir informer le public. La liberté de la presse réellement menacée en Haïti, régulièrement des journalistes sont frappés par de nouveaux actes de répression, de persécution et d'intimidation. Dans ces conditions, le journaliste n'a pas d'argument. Le patron peut t'éjecter facilement parce que là, si tu es en danger de son business, il te fait. Vous ne parlez pas bien du pays, moi ce que je veux,
on a un beau pays, on a des belles plages, il faut montrer ça. Pourquoi vous montrez l'écran? Pourquoi vous parlez du choléra? Pourquoi vous... On a eu la leçon de journaliste comme si Michel Martelly était rédacteur en chef. Et au cours des derniers mois, il y a eu d'autres confrères, certains littéralement bastonnés par des agents de la sécurité. Je suis capable de dire qu'il y a du côté du président Martelly une tendance de plus en plus claire à reproduire le schéma des relations entre la presse et les pouvoirs format dualité, donc format dictature, et en face aussi, dans le camp de l'opposition démocratique, il n'y a pas que des enfants de guerre. Il y a des discours carrément violents, des discours avec des relents anarchistes. Maintenant, dans ce cas-ci, le journaliste qui veut faire son travail avec une certaine honnêteté est tirage. On a arrêté sur le toit de l'hôtel l'armée malienne, la police malienne, en me disant on sait que vous êtes en train d'envoyer un sujet sur une rébellion, vous êtes en territoire de guerre, déjà à l'époque, là j'étais à Gao, j'étais revenu de Kidal, vous êtes en territoire de guerre, vous êtes arrêté, vous n'avez pas le droit d'être ici. Parce que j'étais très heureux d'avoir un ambassadeur qui m'a un petit peu sauvé les fesses, on intervient directement sur une hiérarchie policière, militaire d'un pays souverain. Il n'y a pas de violence comme il peut y en avoir en Haïti, ou des enjeux très forts et passionnés comme au Venezuela, au Mali. Néanmoins, il y a des intérêts et on voit que le pouvoir politique, malgré 81, etc., malgré le CSA, continue à être présent auprès des médias ici aussi. On fait pression. Et la pression, elle est quoi? Elle est économique. Et qui détient le pouvoir économique, eh bien, ce sont tous ceux qui ont de l'argent, qui ne veulent pas investir dans ces médias, mais qui décident d'étouffer ces médias. Et je pense que la pression du monde économique est maintenant 2-3 fois plus forte que la pression du monde politique qu'on avait auparavant. Souvent, le directeur de l'info vous dit bon, on va y aller mollo, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est un partenaire? Auparavant, derrière un rédacteur en chef, il y avait la rédaction qui existait en elle-même, qui contestait, qui discutait, qui au besoin pouvait d'ailleurs virer le rédacteur en chef s'il ne convenait pas, mais qui avait une réelle portée collective. Aujourd'hui, il y a eu ce fractionnement avec les techniques de management, etc., qui fait qu'il y a beaucoup moins de résistance collective. Et puis la sanction, elle est là, à mon avis, c'est le manque de confiance des téléspectateurs, lecteurs, auditeurs, on l'entend tous les jours. À nos journalistes de faire en sorte que cette déviance vis-à-vis de nos journaux soit de moins en moins décriée et à nous aussi de faire parler notre déontologie pour une information plus fiable. Je crois qu'on peut être que satisfait de ces secondes journées, de ces deuxièmes journées de la presse régionale. On a eu au départ ce qu'on voulait, échanger, partager, confronter nos idées, prendre un moment pour la réflexion de nos routines traditionnelles. Donc durant ces 2 jours, les échanges ont été vifs mais fructueux. En Afrique, saluer au nom de tous, notamment au nom de tous les amis du Club Presse, un confrère, un ami. Appareil photo en bandoulière, l'œil avisé. Rien de ce pays n'a échappé à Fernand. Et puisque Fernand garde un bon œil, nous souhaitons le garder le bon pied parce que la route sur ce pays Martinique est encore très longue. Merci Fernand. Merci à tous. Alors, présent pour une année carrière, pour toutes les blagues que tu racontes tout au long de nos reportages, pour toutes les facéties dans les reportages, encore bonne nuit. Merci. Et continue encore de bien le bout de lui. Je tiens à remercier le presse, la salle. Bon, oui, non, tout seul. Je dois remercier tout le monde. Je vais continuer à faire mes photos. Merci.
Nous avons donc tenu de manière très symbolique, c'est peut-être un geste simple, mais c'est un geste fort pour nous que de remettre un trophée de l'innovation et de la persévérance au club de la presse de Martinique, en les félicitant, en les remerciant encore pour tout ce qu'ils font au sein de l'Union et avec cette espèce de rassemblement, ce beau grand âge que nous avons réussi encore à mettre en place en 2013. Félicitations à nos présidents